nouveau rendez-vous dans ces municipales 2026 et on reçoit aujourd'hui le candidat à Aumont, Mohamed Daman. Bonjour Mohamed. Bonjour Thibaut, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. On vous entend très bien Mohamed et je vais très bien. Je vous remercie déjà d'accepter cette invitation. Donc candidat pour Aumont, c'est la première fois d'ailleurs que vous êtes candidat pour les municipales et c'est la première fois d'ailleurs que vous vous engagez dans ce milieu politique. Vous avez présenté une liste Aumont Ensemble. Mohamed Daman, vous avez 43 ans et vous êtes né à Maubeuge. Vous êtes un Saint-Brieuc. C'est ça, exactement 100%, avec toute ma famille qui habite à Aumont. Enfin, j'ai toujours vécu à Aumont, je suis né à Maubeuge, mais voilà, depuis ma tendre enfance, au quartier du Fort précisément, voilà, j'ai sillonné un peu toute la ville. Ouais, donc vous connaissez très bien le territoire. C'est un territoire voilà, que vous avez quitté plus jeune quand vous étiez notamment, parce que vous êtes un ancien footballeur professionnel, hein. Vous avez été formé notamment au RC Lens, vous êtes passé en Belgique, vous avez un parcours assez incroyable au niveau footballistique. On en reparlera dans quelques instants, Mohamed. Alors déjà, bon, ma première question, elle est au niveau politique, évidemment, par rapport à ces élections municipales. Pourquoi maintenant? Pourquoi en 2026, vous vous êtes engagé? Alors, c'est vrai qu'on échange depuis quelques mois maintenant, et tout d'un coup, en en message privé, vous me dites: «Tu vas avoir une nouvelle dans quelques jours» Ah, et je vois donc cette annonce, de votre candidature. Pourquoi? En fait, c'est simple. Politiquement parlant, officiellement, on n'a jamais été, c'est vrai, inscrit dans une liste. Enfin, j'ai jamais été inscrit dans une liste plutôt. Mais les dernières années, on va dire depuis 2020, on a connu quand même des mésaventures politiques où on a soutenu Stéphane Wilmotte, le maire sortant, face à son père. On pensait réellement que ça allait changer. Après, au niveau social, on était sur le terrain. Donc maintenant, ici, ça fait plus de 9 ans avec l'association Unicité qu'on vient en aide justement aux personnes démunies sur le secteur d'Aumont, mais aussi sur le secteur Sambre-Avesnois. Et je vais pas dire qu'on attendait impatiemment en fait les élections, mais on a suivi un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est vrai que la première volonté, c'était de rencontrer le candidat de l'opposition, donc Quentin Mabille. Et après plusieurs échanges, plusieurs rencontres, il en est ressorti que c'était simplement incompatible. À partir du moment où vous nous dites ouvertement que vous êtes prêt à accueillir tout le monde sur votre liste, dont les personnes du Rassemblement national, forcément, ça répond pas à nos attentes. Et il y a une grande déception dans notre chef. Après, moi, j'étais suivi quand même par pas mal de personnes. Et j'ai pris la décision de les informer, de leur dire que c'était juste impossible pour moi de m'inscrire sur une liste comme ça parce que je voulais pas perdre ma crédibilité, surtout celle que j'avais j'avais été chercher plutôt depuis l'enfance, à essayer d'être le plus juste possible et de vraiment mener des combats sincères. Et quand je les ai informés, en fait, ils m'ont dit, mais pourquoi on ne présenterait pas une liste? Parce que de toute façon, politiquement, on n'existe pas. Donc, à partir de là, peut-être que présenter une liste, ça nous donnera peut-être voix au chapitre. Et voilà pourquoi, en réalité, on est sorti politiquement aujourd'hui. Bien sûr, avec un programme aussi, il y a des gens qui ne nous connaissent pas, donc ils arrivent, ils pensent qu'en fait, politiquement, on vient juste de naître. Mais en fait, non, on avait déjà une politique de la vie de tous les jours. Et le programme que j'ai mis justement en place, et que j'ai présenté aux Aumontois d'ailleurs, c'était samedi passé, Mmh en fait, il ressort de toutes nos aventures humaines, en fait. mh. Donc, c'était hyper simple pour nous de proposer ce programme aux Aumontois et de poursuivre une continuité, mais là, de manière officielle. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que ça a beaucoup surpris, et Ouais. je pense même que vous êtes surpris vous-même peut-être à vous lancer là-dedans, non? Bah oui, parce que c'est une grande responsabilité. Après, faut savoir que c'est surtout un collectif qui m'a demandé, en fait, de venir et de me mettre tête de liste. À la base, je déteste la politique, dans le sens où je pars du principe que peu importe le parti, il y a des bons et des mauvais côtés, certes, mais ce qu'on a vécu sur Romont quand même depuis 1989, ça a été scandaleux. On a énormément souffert. On va dire, on s'est recentré sur nous-mêmes et on vivait simplement avec les valeurs qui étaient les nôtres, c'est-à-dire l'entraide, mais en silence. Donc ouais, me surprendre, oui, je me surprends en fait chaque jour. De toute façon, ma vie, ça a été ça. Ça a été simplement des défis qu'il fallait prendre sans rien préparer et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes avec le cœur. Ça, c'était le principal. Bon, je vais présenter justement Aumont pour ceux qui ne connaissent pas. Aumont, c'est la deuxième ville hein, du bassin de la Sambre, enfin, en tout cas du Val-de-Sambre, plus de 14 000 habitants. Donc c'est une Ouais. commune très très importante évidemment dans la construction de la politique du Val-de-Sambre. Donc voilà, c'est quand même une grosse responsabilité aussi. Ouais, c'est une grosse responsabilité. Et après, derrière,
ça reste une petite ville. Vous savez, quand vous êtes sorti d'Aumont, vous vous rendez compte qu'en fait, le monde, il est exceptionnel et qu'il y a d'autres grandes villes, d'ailleurs, où j'ai officié, pas forcément que dans le monde, dans le monde sportif sur le terrain, mais aussi en dehors, dans la gestion de structure, avec des clubs qui comptent plus de, allez, pour certains, plus de 50 000 supporters. Il faut organiser des événements aussi. Donc, c'est tous les semaines, enfin, tous les 15 jours, quand il y a les matchs de Coupe d'Europe. Donc, alors les gens ils vont dire, ouais, mais tu peux pas comparer une ville avec un club de football. Certes, c'est vrai, mais tu dois répondre quand même à une attente des habitants. Et en fait, je pars du principe que dans le monde du football, on retrouve toutes ces valeurs-là. Et donc, non, pas de pression particulière, parce que faut savoir que allez, ceux qui connaissent pas la politique, ils vont se dire, ouais, mais il vient de se lancer, il n'a pas d'expérience, etc. et tout. Mais dans mon chef, en réalité, j'ai appris par le temps que dans chaque structure, en réalité, les personnes les plus importantes ce sont celles qui sont en bas et pas celles qui sont en haut. Donc, même si je me mets leader d'une liste ou leader d'une ville, je sais que je vais travailler avec des professionnels qui sont déjà en place au sein de la ville. Mhm. Il y a des secteurs qui tournent très bien. Le tout, c'est d'apporter simplement un plus et puis de venir surtout avec un projet humain qui va fédérer. Donc, non, pas de pression particulière. Bon, on va justement évoquer, hein, tous ces projets ensemble. Mohamed, pour revenir un petit peu sur votre parcours, vous parliez justement de vos événements sportifs. Vous avez quand même un parcours au niveau footballistique qui est quand même assez important. Vous avez quand même évolué. Bon, déjà, vous avez commencé à Maubeuge, hein, à l'US Maubeuge, évidemment. À Aumont. Vous avez À commencé à un Aumont. moment? Ouais, D'accord. c'est ça. À À Aumont. Aumont, j'ai commencé à l'AS Aumont à l'âge de 5 6 ans. Ah oui, D'ailleurs, oui, très jeune, ouais. voilà, exactement, jusqu'à l'âge de... En fait, j'ai fait pratiquement tout le bassin de la Sambre, donc jusqu'à 14 ans. Ok, Et donc, par le biais d'une personne connue dans notre secteur à Aumont qui s'appelle Asdine Lawassa, qui a été le grand frère des jeunes de quartier. Donc, c'est lui qui me traîne au football et tout. Et puis après, je pars à Louvroil. Et Louvroil, après, je pars à Maubeuge. Et Maubeuge, après, il à me semble. Maubeuge, vous étiez avec le coach emblématique Jean-Marc Varnier, c'est ça? Ouais, mais ça, c'était après, ça, c'était en senior, mais je parle vraiment en jeune. En jeune, Donc, ok. je pars à Maubeuge, et puis après, je suis Philippe Piet à Avennes-sur-Helpe. Ok, Donc, j'arrive là-bas à 16 ans, je fais mes premiers pas en équipe senior, et de là, je signe à Fény. ok, Et donc, à Fény, ensuite, je repasse par Aumont avant de rejoindre le Racing Club de Lens. Ça, c'est la trajectoire jeune. ok. Et après, donc, je vais jusqu'au senior au Racing Club de Lens. Bon, on est barré là-bas parce qu'à ce moment-là, le Racing Club de Lens, c'est le numéro un en France, celui qui joue la Ligue des Champions, qui joue les titres avec l'époque de Daniel Morera, etc. Donc, moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux et tout ça, de partager des moments avec eux. Ok, Et de là, après, je repasse par Maubeuge avec Jean-Marc Varnier. ok. Et donc, il me dit, bah, tiens, on va aller faire une petite aventure en Belgique. Et puis là, je me dis, bah ouais, ça coûte rien d'y aller. Et puis, c'est de là où vraiment tout a démarré. Alors toi, on te connaît vraiment. Alors si on franchit la frontière en Belgique, hein, quand on va Ah, dans les stades, tout le monde te connaît, hein, puisque tu es un attaquant, donc tu marquais beaucoup de buts. c'est Tu es ça. passé par Framborin, Mons, Genk, Bruges, Ouais, Eupen ouais, également. ouais, Voilà, enfin c'est quand même c'est pas des petits clubs. Puis tu es passé non, aussi en Turquie également, c'est ça. à Bursaspor. C'est ça. Et tu as eu des aventures aussi en Algérie, de ce que je vois C'est dans ton ça. parcours. Et tu as joué notamment à Charleroi. Avec Charleroi, alors c'est particulier parce que tu avais plusieurs rôles. Tu étais C'est à la ça. fois joueur En fait, et ouais, dirigeant, c'est ça? c'est ça. Ça s'apparente un peu à un rôle de dictateur, si je mets un peu d'humour. Ok, C'est-à-dire qu'en fait, non, mais en fait, je suis arrivé en tant que joueur. Il y avait un président qui était là en place, qui était très très bien. Il en a eu marre et un jour, il me dit, écoute, je te vois bien reprendre le club, tu as les épaules pour. Donc, c'est un club avec une très très grande histoire. Et là, je dis, bon, allez, de toute façon, c'est une expérience en plus. J'ai pas peur, moi, des défis, parce que de là où je viens, de toute façon, c'est que du bonus. Et donc, je reprends le club à ce moment-là. On a une superbe école des jeunes et tout, avec plus de 700 gamins. Et mon rêve, vraiment, c'était de tout restructurer. C'est ce qui se passe. Et puis, on finit par stabiliser le club. Et derrière, surtout, on devient la meilleure école des jeunes, en fait, du Hainaut. Donc, c'était une belle aventure. Ça m'a permis de me forger, etc. Et tout. Après, il faut pas oublier dans le parcours que j'ai porté les couleurs de l'équipe de France des régions aussi, avant de porter les couleurs de l'équipe nationale algérienne. mhm, Donc, ouais, ça a été très riche pour moi. En fait, moi, j'ai l'impression que je suis un gitan, en fait. Si je peux dire ça entre guillemets, mais un gitan du sport. C'est que je me suis jamais réellement attaché en fait à l'endroit où j'étais. Moi, ce que je voulais vivre, c'était des histoires humaines pour pouvoir après les raconter et puis voilà, essayer de fédérer autour de moi, comme je l'ai dit, des gens qui soient intéressés par ce vecteur justement qu'est le sport. Et d'ailleurs, pour ne pas trahir de secret, dans des articles que j'ai pu lire sur ton parcours, ta plus grande fierté, c'est d'avoir joué en Algérie, justement.
Ouais, parce que c'est le pays d'origine de mes parents. Après, en fait, ça, c'était la finalité. Mais en fait, dans mon parcours, comme je transporte des origines, forcément, quand je démarre gamin, je me dis, bah, mon rêve déjà, c'est de devenir footballeur professionnel. Et je bataille, galère, et puis au final, j'y arrive. Et je passe par l'équipe de France des régions, comme je vous l'ai dit. Et puis après, je me dis, ah ouais, il faut qu'un jour, je puisse porter quand même les couleurs de mon pays d'origine pour que mes parents soient fiers de moi et que ma famille, là-bas aussi, de l'autre côté. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est une carrière remplie avec pas mal quand même aussi, parce qu'on parle de positif ici, mais il y a eu pas mal de péripéties aussi, qui m'ont forgé et qui m'ont fait comprendre en fait que ce milieu est très, 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 très compliqué, très, très, très dangereux et que pour perdurer comme je l'ai fait j'ai commencé mon premier contrat en 1999, j'ai arrêté en 2024, ça fait 25 ans de carrière. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, mais comme je l'ai dit, c'est surtout avoir un mental. Et voilà, après, ça m'a permis aussi, après, comme je l'ai dit, de gérer des clubs pendant 8 ans, 4 ans à la Louvière et puis après 4 ans à l'Olympique de Charleroi. Et Et de me retrouver un peu avec cette palette derrière moi maintenant. alors maintenant, tu as une fonction qui est assez particulière, tu vas peut-être nous la présenter en quelques mots. Alors je ne sais pas si tu peux Ouais, tout dire non plus. Tu es ce qu'on appelle player skills et tu t'occupes notamment d'un joueur qui est une star au niveau européen ouais, maintenant, qui est Anis Hadj Moussa, qui a été formé notamment au RC Lens et qui joue ouais. maintenant à Feyenoord, qui est l'un des plus grands espoirs du football algérien aujourd'hui. Voilà, c'est quoi player skills en quelques mots? En fait, c'est simple, hein, la cellule Players Care, c'est quoi? C'est une cellule qui vient autour du joueur. C'est-à-dire vous avez des clubs qui ont évolué ici dans le temps, avant ça n'existait pas. Et donc, vous avez des directeurs, par exemple football, vous avez des directeurs recrutement et vous avez les directeurs de cellule Players Care. Cellule Players Care, c'est quoi? C'est de prendre au soin en fait du joueur. Et de par notre vécu, par exemple, ici moi avec la carrière que j'ai vécue, avec les hauts, les bas, etc. En fait, c'est une cellule qui arrive autour des joueurs et qui vient leur expliquer les dangers aussi du milieu, mais qui vient les préparer mentalement à pouvoir perdurer dans le temps, à performer, à faire les bons choix. Ça ressemble un peu au secteur d'agent de joueur, mais c'est pas du tout le cas. Ça n'a rien à voir. Ici, en fait, on est greffé directement au club, ce qu'un agent peut pas faire avec un club. Ouais, et là, c'est vraiment un lien très. Voilà, vous êtes très lié en fait avec ce joueur, par exemple, hein, Oui, pour parce le que coup. j'ai été le récupérer au Racing Club de Lens. Donc, il a connu la même trajectoire que moi. C'est-à-dire qu'il arrive chez les pros et puis on lui dit, bah non, t'auras pas ta chance. Et puis, je le fais repasser par la Belgique là où j'étais. Donc, en D3. Puis après, je l'amène en D2 au Patrois Den Maasmechelen où il y a Sten Steinen, un coach avec qui j'ai joué au FC Bruges. Et puis, de là, après, on part aux Pays-Bas. Et de là, voilà, Feyenoord et puis l'équipe nationale algérienne. Donc, Et puis là, il est sollicité par les plus grands clubs européens et a priori, il aura un parcours assez exceptionnel dans les prochains mois. Alors c'est justement, ça. Après, il y a des joueurs, il faut le signaler, c'est que derrière Anissa Moussa, il y a d'autres joueurs aussi. Il y a eu plus de 30 joueurs depuis février 2018 que j'ai sortis de l'anonymat, ok. de par leur talent déjà avant tout, mais que j'ai sortis pour pouvoir les mettre dans des structures professionnelles. Mais c'est vrai que cette histoire avec Anis, elle est remarquable. Donc là, aujourd'hui, c'est uniquement ce joueur-là ou t'en as encore Alors, justement non, justement, dans la cellule Players Care, il y a les joueurs francophones ok. donc, dont je m'occupe. Anis, c'est une relation particulière parce qu'on a vraiment une relation de frère. Et avec la famille, on s'entend bien, etc. Et tout. Donc, ça fait 4 ans maintenant qu'on bosse ensemble. Donc, ici, je suis son mentor. Mais oui, il y en a d'autres qui sont sur le chemin. Je ne vais pas trop donner les noms, Non, sinon on non, va non. me piquer. Mais c'est des talents. Et je suis pareil, aussi pareil des talents ici du secteur. Maintenant que j'ai créé ce pont, justement, vers le monde professionnel, j'espère quand même en amener certains. Pour juste le citer que lui, mais il a fait une petite aventure avec moi avant d'exploser, c'est Kevin Van de Kerkhoff, donc qui est de notre secteur aussi, pareil, que j'amène à la Louvière. Après, il fait tout par lui-même, hein. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis pas un magicien. J'amène, je donne les ingrédients, j'essaye de motiver. Et puis après, bah, ils font leur bout de chemin. Donc pour moi, c'est une fierté malgré tout. La filière aumontoise, hein, puisque Kevin Van den Kerkhoff, né à Aumont, il a grandi à Aumont, formé à Fény-Aulnois, voilà. Bon, c'est vraiment Ex- tout ce microcosme se connaît. C'est ça, exactement. Exactement, c'est vraiment ça. Alors c'est vrai que comment on peut transposer ça finalement pour une commune? Concrètement, c'est quoi? Parce que on va un peu dévoiler un peu ton programme là dans quelques minutes, mais c'est vrai Ouais, il y a pas mal de choses finalement dans le milieu footballistique qu'on peut transposer pour une commune. Comment? c'est exactement ça. En fait, il faut savoir que les gens qui ne connaissent pas le monde du football, ils voient juste, bah, il y a 22 joueurs sur un terrain qui tapent dans une balle pour mettre un ballon dans une cage. Mais en fait, il y a un travail derrière.
Et quand je dis un travail derrière, il y a un travail aussi de la vie de tous les jours pour que les gens puissent apprendre à vivre ensemble. On est dans un vestiaire, on vit avec des communautés différentes, mais et on s'entend pas forcément tous, hein. C'est-à-dire qu'on vient de contrées différentes et tout. Mais une fois qu'on rentre sur le terrain, comme celui de la vie de tous les jours, ben, on se doit en fait d'être unis pour pouvoir aller chercher une victoire ensemble. Donc ça ressemble un petit peu à la vie de tous les jours. J'essaie de résumer le plus rapidement possible, mais dans le football, il y a énormément de choses en fait qui ressortent de la vie de tous les jours. On a des problèmes, c'est pas parce qu'en réalité qu'on gagne beaucoup d'argent, en fait, on a moins de problèmes que les autres. On a même des fois des problèmes beaucoup plus importants parce qu'il y a l'harcèlement autour, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. et tout, ou alors carrément des familles qui se déchirent pour le côté pécunier. On retrouve en fait dans le monde du football tout ça. Et quand je dis que par exemple un joueur dans le vestiaire est mal, mais on est là aussi pour l'aider, on est là pour le relever. Et c'est des âmes de leader en réalité que j'ai appris, que j'ai pris aussi en compte pour pouvoir justement après faire performer les groupes dans lesquels j'étais. Donc il y a plus, on va dire, de difficultés aujourd'hui dans la vie de tous les jours, certes, que dans le monde du football. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent, certes, c'est vrai. Mais quand vous sortez de ce gros milieu très compliqué et que vous sortez plus ou moins indemne, parce qu'il y en a énormément qui sortent impactés de ce milieu-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils se retrouvent dans la vie de tous les jours, ils savent pas quoi faire, parce qu'ils se disent, attends, ça y est, je vais plus gagner le même salaire, je vais rencontrer d'autres problèmes, et comment on fait pour au niveau administratif? Et je vous garantis que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y en a qui dépriment. Il y en a carrément qui se suicident même. Il y a des taux de suicide. Vous pouvez aller regarder et faire l'enquête parce que j'ai suivi une formation justement pour la cellule Players Care où on doit parler aux joueurs pour les préparer aussi à ressortir de ce milieu-là parce que le milieu de la vie de tous les jours, c'est pas le même. Et ben là, dans le cadre de la vie de tous les jours et sur Romont, par exemple, dans une petite ville, parce que vous dites c'est la deuxième ville du Sambre et moi, mais pour moi, en fait, comme j'ai vécu dans des grandes villes, je la considère en réalité comme une petite ville, 14 000 habitants. On a quand même un budget de 50 millions d'euros avec les dotations de l'État. On connaît le taux de chômage, etc. et tout. Ben, en réalité, c'est de former une équipe ensemble. Peu importe d'où on vient, en fait, c'est de se dire qu'en fait, on va aller chercher une victoire commune. Et c'est quoi? C'est le vivre ensemble. Concrètement, c'est ça. Ouais, alors la première des décisions que vous prenez d'ailleurs par rapport à cette Ouais. fonction de maire, c'est que vous reversez votre indemnité de maire au financement des projets associatifs locaux. Voilà, c'est comme ça que vous vous êtes présenté pour commencer. Bien, bien sûr, mais pour moi c'était une évidence. Parce que quand vous dites être le leader en fait d'une ville qui est troisième ville la plus pauvre de France, bah, en fait vous venez pas vous servir, mais vous venez pour servir les gens. Moi en fait j'aurais été très très mal dans ma peau, surtout connaissant ma situation où voilà je travaille, je gagne bien ma vie, de venir en fait dire que je veux essayer de sortir les gens de la galère au niveau de ma ville mais en même temps, je me rémunère. Non, pour moi, ça aurait été un scandale. Je pars du principe que tant qu'on restera à la troisième ville la plus pauvre de France, le premier à montrer l'exemple, c'est le maire. Et ça a été important pour moi. Et reverser, en fait, aux associations, c'est aussi ce que j'aurais aimé, en fait, voir à l'époque, quand j'étais plus gamin et que je faisais mes premiers pas dans la ville, c'est d'avoir un maire qui arrive et qui dit, vous savez, la ville, c'est compliqué. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir vous aider. Là, ça n'a pas été ça, en fait. On a vécu plus ou moins en autarcie et on a dû faire tout par nous-mêmes pour pouvoir existait. Mm. Donc ouais, c'était très important pour moi de marquer le coup. Et il y a une autre décision très importante, c'est que je crée aussi à travers mon programme un conseil des habitants où le maire va devoir se présenter chaque fin d'année. C'est-à-dire venir devant un conseil des habitants qui sera neutre, hein, qui sera voté dans chaque quartier par des personnes qui seront volontaires, ils seront élus par les habitants et je passerai devant. Et si je tiens pas mes engagements, c'est-à-dire que et les décisions que j'avais promis, en fait, bah, elles n'arrivent pas à sortir de terre. Bien sûr, forcément, si c'est indépendant de ma volonté, je ne serai pas responsable. Mais si je suis responsable et que j'ai menti, en fait, je présenterai ma démission. Je dois quitter. Parce que c'est comme ça. Je pars du principe que la politique, à partir du moment où il y a une population qui vous donne du pouvoir, mais vous devez la représenter. Et vous devez inverser le système pyramidal, en fait. C'est-à-dire que c'est les gens d'en bas qui sont les plus importants. Un maire, en réalité, sans les habitants, il est que dalle. Inversement, les habitants sans maire, ils peuvent quand même s'en sortir à partir du moment où ils sont solidaires. C'est tout. Donc pour moi, c'était très important. Alors, par exemple, dans les projets aussi qui sont très importants pour une commune, et c'est les sondages qui le disent aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que les gens, enfin les habitants se sentent en sécurité. Vous avez, pro- Exactement. vous avez proposé notamment dans votre programme un programme qui s'appelle Booba, qui Ouais. s'appelle Bienveillance, Observation, Organisation, Bon sens, Accompagnement. Ça se traduit comment sur le terrain? Là, c'est un terme pour qu'on le garde en tête, mais comment ça se traduit sur le terrain pour vous? Bah, ça se traduit par en fait une collaboration en fait entre parents, enfin je veux dire les habitants, je veux dire en général,
et en même temps les services de l'ordre, c'est-à-dire la police municipale et la police. Moi, je pars du principe que je le nomme Booba, mais parce que voilà, c'est un terme qui parle aussi dans la tête des jeunes, des enfants, etc. et tout. Et puis, je fais référence aussi à une personne de mon quartier qui travaille aussi dans la sécurité. Donc, ce système, en réalité, d'installer des référents de quartier, justement, aux sorties d'école, pour ne pas passer, justement, par ce système de répression où on voit tout le temps arriver la police, où on se braque peut-être, etc., où on est sanctionné directement avec des amendes. Mais en fait, ça existait à l'époque. À l'époque, on avait des gens, des secteurs associatifs qui venaient et qui assuraient, par exemple, la sécurité aux sorties d'école. Mais c'est ça qu'il faut faire dans un premier temps. Après, si on tombe sur des têtes brûlées, voilà, si je peux appeler ça comme ça en bon terme français, qui insistent et qui mettent un climat nocif aux sorties des écoles, ben là, bien sûr, les référents, en fait, communiqueront directement avec la police municipale et ensuite, si ça va trop loin, bien sûr, avec la police municipale. Et vous augmentez pas justement ces Non. effectifs de la police municipale? C'est pas l'objectif? Non, parce que pour moi, partir sur cette répression supplémentaire, à doubler les effectifs, on n'est pas à Chicago, sincèrement, je veux dire, ou alors dans un quartier difficile. Il y a, c'est vrai, des zones, entre guillemets, où on doit intervenir, mais plus humainement pour pouvoir parler aux gens et leur donner, en fait, une responsabilité. Parce qu'en fait, c'est cette cassure, cette fracture sociale qui existe aujourd'hui. Et c'est celle-là que je veux combattre, moi. C'est-à-dire que je vais pas arriver, je vais mettre des flics partout et me dire qu'ils vont arranger le problème, parce qu'une fois qu'ils sont partis, qui vous dit qu'entre guillemets, les personnes de ce secteur-là, en fait, se vengent pas derrière en se disant, attends, ils viennent nous emprisonner encore un peu plus. Je pense qu'il faut aller au contact des gens, les écouter, parler avec eux et surtout gagner leur cœur. Parce que c'est ça le plus important. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un d'heureux ou quelqu'un qu'on écoute, en fait, répondre après par la délinquance. Mhm. Voilà. Donc, moi, c'est surtout ça. C'est vrai que la sécurité, pour moi, elle passe surtout par aussi l'investissement des référents qui seront sur les secteurs dits difficiles. Donc ça se traduit par des médiateurs, c'est ça? Beaucoup plus de médiateurs peut-être dans les C'est ça. quartiers? C'est ça, c'est exactement des personnes qui sont identifiées, identifiables, respectées, respectables. Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais petit, je sortais de l'école et que je voyais ceux qui travaillaient à l'assaut, j'étais content de les voir, mes grands frères. Donc, et quand ils me parlaient, bah, je les écoutais. Par contre, si je voyais directement en sortant de l'école qu'il y avait des polices partout, qu'il y avait peut-être des rixes ou entre guillemets, voilà, des sanctions contre des parents en fait qui sont juste là pour venir chercher leurs gamins, et c'est vrai, qui sont peut-être garés à un moment donné de mauvaise manière et tout, mais sans avoir eu le rappel, on les sanctionne directement. Bah, j'aurais peut-être vécu en fait avec la peur, la crainte, je me serais peut-être en fait protégé. J'aurais peut-être vécu après encore plus renfermé sur moi-même ou avec ceux du quartier en pensant en fait qu'on est pris pour cible. Et c'est ça qu'on doit détruire. Et c'est ces interventions qu'on doit faire aussi même au niveau des écoles, en parlant aux enfants, en envoyant les références, je l'ai dit, identifiables et identifiés, respectables et respectés, c'est trop important. Pour rétablir la connexion entre les gens, c'est ça qu'il faut. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, on a la municipalité, enfin le maire sortant notamment a tenté justement d'apporter une solution avec de la vidéo-verbalisation notamment, des policiers municipaux qui ont été créés. La vidéo-verbalisation, par exemple, ça fait partie des nouvelles fonctions un petit peu, peut-être en mairie, pour sanctionner voilà, des véhicules qui sont mal stationnés notamment ou alors qui commettent par exemple des excès de vitesse aussi en centre-ville. Les rodéos sauvages, évidemment, au moins il y a eu beaucoup de rodéos sauvages. Voilà, on a tenté Et, de trouver des solutions. oui, mais à partir du moment où vous trouvez des solutions, je vais dire, qui sont pas allez, de nature, on va dire, humaine. Moi, je pense qu'en fait, un maire, il doit être là déjà, il doit être présent dans sa ville. Mhm. Il doit envoyer des référents aussi, par exemple, de la ville, à aller discuter. Et moi, je peux vous garantir à 200% que le maire sortant ici, s'est pratiquement jamais déplacé dans les quartiers. On n'a jamais pratiquement vu personne. Moi, je le vis parce que je reste ici, même si j'ai ma carrière et qu'aujourd'hui, je travaille par exemple sur Feyenoord Rotterdam ou du côté de la Belgique au Patroès Delmas Mechelen. Je rentre pratiquement tous les soirs, donc je suis là, je vois. Et je sais très bien qu'il n'y a pas de communication. Vous prenez le secteur associatif, vous n'avez rien pour les 15-20 ans. Donc à un moment donné, je pense il faut repartir à la base. Je dis pas que c'est pas bien les caméras. Attention, faut bien le comprendre. C'est-à-dire que je pense que c'est un outil qui est Ça en nécessaire. plus, ouais. Bien sûr, en plus, mais c'est pas là où il faut frapper. Là où il faut frapper, comme je dis, c'est surtout en fait dans la discussion, les histoires de recréer du lien déjà entre la mairie et les secteurs, on va dire, dits, comme j'ai dit tout à l'heure, difficiles. C'est surtout ça. Moi, il y a l'autre candidat aussi, pareil, qui est sans citer son nom, mais qui parle de mettre des drones. Franchement, moi, quand j'entends tout ça, sincèrement, plus de police, plus de drones, etc., et tout, je me dis, bah, en fait, il manque plus que l'armée à Aumont. Sauf qu'en fait, moi, quand je me balade à Aumont, je vais pas vous mentir, je me sens pas en insécurité, on va dire, totale, pour pouvoir justement investir autant d'argent
dans ces secteurs-là, venir doubler les effectifs, il faut savoir que ça va coûter énormément. Mais je préfère, moi, investir l'argent dans les associations et puis avoir les référents, justement, qui vont être en connexion, eux, avec la municipale et la nationale. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut créer des réunions entre la police nationale, la police municipale et les référents de quartier. Il faut que la police municipale et la police nationale aussi, je l'ai dit dans mon programme, qu'on puisse organiser des événements pour qu'ils puissent partager, jouer avec les jeunes, par exemple dans des tournois de foot ou tournois au basket, un peu ce qu'on voit aux États-Unis. Mais on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. On le voit par exemple aussi dans le secteur de Valenciennois où ils ont mis ça en place. C'est ça en fait qui manque. En fait, il y a plus de cœur à Aumont. Aujourd'hui, on est fermé derrière des rideaux et on est surtout piloté par des lois qui sont imposées par des personnes qui sincèrement n'ont pas vécu les difficultés on a vécues. Donc ils peuvent pas comprendre. Eux, ils pensent en fait que pour combattre une maladie dans la ville, il faut une manière répressive, les forces de l'ordre, les caméras, vous savez, il y a des choses plus simples. Je vous ai dit, c'est le contact. Après, derrière, moi, j'habite l'avenue de Calice à Aumont. Elle est lisse, elle est très longue. Et il y a aussi des motos qui passent, des rodéos, et ça me rend fou. Mais je reste persuadé à 200%, et de toute façon, de par les enquêtes, qu'il y a énormément de gamins qui viennent avec des motos qui sont même pas issus d'Aumont. Ils sont issus des villes voisines. Et quand on parle d'agglomération, en réalité, c'est ça qu'il faut. Pour moi, quand on parle d'agglo, je parle surtout en réalité d'une connexion qui doit être faite entre les maires des villes voisines. En se dire comment on va combattre ce fléau. Et ben en fait, pourquoi on construirait pas, par exemple, un terrain de cross? Et voilà, ils iraient là-bas, que les associations prennent leurs bécanes, on les ramène jusqu'à là-bas, vous jouez là. Et si à partir de ce moment, on leur offre une solution, ils continuent. Et ben là, oui, on interviendra par le système des caméras, par le système de la répression au niveau de la police, etc. et tout. Mais il faut d'abord à l'écoute des jeunes et comprendre pourquoi, en fait, ils viennent prendre des risques, parce que même eux entraînent sur les routes. Ils peuvent renverser nos parents, nos enfants, etc. et tout, mais ils peuvent se tuer aussi. On l'a vu dans le secteur. Il y a eu énormément de morts aussi comme ça. Donc, moi, je pense qu'il faut rétablir surtout la connexion et trouver les solutions ensemble. Alors justement, dans le programme que vous avez présenté, on parle d'accompagnement budgétaire et puis de rendre peut-être beaucoup plus de social, enfin, en tout cas de proposer des actions de solidarité. Quelle est l'action de solidarité que vous voulez mettre en avant là, durant cette interview, justement? La première, pour moi, c'est déjà libérer les associations. Parce que vous savez, sur le moment, les gens, je veux dire, ils enquêtent pas, parce qu'ils regardent pas. Ce qui les intéresse, c'est peut-être un petit peu le matu vu, les fêtes, etc. et tout. Mais vous savez qu'à Aumont, on n'a pas d'association de quartier, on a des maisons de quartier. Et c'est quoi la différence, en fait? Les maisons de quartier, en réalité, elles sont pilotées par la ville parce qu'elles sont subventionnées par la ville. C'est-à-dire qu'en réalité, elles n'ont pas de liberté de pouvoir agir comme elles le souhaitent. Pour le peu qu'elles sortent du cadre, elles reçoivent des menaces. Il faut savoir que, et je le dis, j'ai pas de problème avec ça parce qu'ils existent les articles de journaux de vos confrères, où à un moment donné, quand il y a une organisation de manifestation, par exemple sur Aumont, le maire sortant dit clairement que toute association qui sera présente à cette manifestation, on va leur retirer leur subvention. C'est scandaleux. Ça veut dire qu'en réalité, pourquoi? Parce qu'il sait. Et c'est pas un système qui a été mis en place par lui, c'est un système qui a été mis par son père. C'est-à-dire d'appeler ça des maisons de quartier, subventionnées par la ville, pilotées par la ville. La plus grosse association, par exemple, d'Aumont, elle s'appelle l'AS Aumont, c'est le club de football. Qui est le président d'honneur inscrit à la sous-préfecture? Stéphane Wilmot. Je ne vais pas plus loin. Et il y en a d'autres associations qui vivent en réalité ce fléau. Il faut les libérer, les rendre associations de quartier. Et en plus de ça, ça va leur permettre de faire des appels à projets, de pouvoir avoir des subventions d'État ou d'Europe carrément même, et puis après faire de la création d'emplois. Mais il faut les libérer déjà et les laisser faire. Et venir faire un bilan avec eux chaque année et dire, voilà, là vous avez déconné, là vous avez bien fait. Il faut qu'on vous accompagne. Et bien entendu, il faut les aider financièrement parlant. Parce que quand on est capable de mettre, par exemple, je dis une bêtise, mais enfin, c'est même pas une bêtise. Mais quand je parle du port à sec, ça a été un scandale financier, on n'en parle pas, ça. On va en Je veux dire, parler. On va en parler. oui, oui, mais je sais, mais je veux dire, quand on a été capable de mettre ça sur la table, pourquoi on n'a pas sorti justement un petit budget pour renforcer les assos? C'est très, très important. Parce que les associations, elles vont venir nourrir tous les secteurs. En tout cas, de mon projet. Les référents dans les quartiers, s'occuper des personnes âgées, nourrir les plus pauvres, travailler au niveau du hangar solidaire, etc. et tout. Donc, en fait, c'est la base. Mais je vous l'ai dit, j'ai pas inventé l'eau chaude. C'est-à-dire que moi, je viens de là. Et je sais ce qu'il faut pour pouvoir établir la connexion. En plus, la chance que j'ai eue, c'est que je suis parti de la pauvreté jusqu'à un statut de personne. Voilà, même si c'est pas définitif, mais en tout cas, aujourd'hui, je peux pas dire que je suis dans le besoin. Ça serait hypocrite de ma part. Mais comme j'ai rencontré toutes ces classes sociales,
je pense que je suis à même à pouvoir discuter avec tout le monde. C'est vrai qu'en plus le tissu associatif au Montois est quand même, assez important, notamment vous parlez au niveau sportif, on a pu le voir notamment quand le stade, Jean Damiens a été inauguré, le nouveau stade évidemment. Voilà, on a vu vraiment le tissu associatif, hein, l'association de boxe par exemple, voilà, qui est assez impressionnante, qui grossit et cetera. Voilà, on sent qu'il y a une émulation à Aumont, hein. Ah non, mais il y a une émulation. Après, les infrastructures en elles-mêmes, moi qui suis du secteur du football, je suis content, moi, qu'il y ait un stade de 17-18 millions d'euros qui arrive. Mais personnellement, j'aurais pas mis ce budget-là pour ce stade-là. Parce que j'aurais mis pour la salle de sport, comme vous l'avez dit, pour la boxe, le basket, etc., parce qu'il faut les accompagner. Et si on a envie de les voir grandir, il faut aussi les accompagner financièrement aussi. Il faut aussi, moi je l'ai dit au niveau associatif, créer justement aussi un collectif d'habitants neutre qui viendra participer justement à ces dotations je veux dire, toutes ces subventions qui sont reversées aux associations. On doit être équitable avec tout le monde. Parce que c'est comme ça. Donc oui, c'est bien d'avoir cette infrastructure, mais elle va servir à qui? Il n'y a personne qui joue dessus. Je veux dire, l'AS Saumon ne veut pas jouer dessus. Il reste au stade d'Amberlin qui avait déjà été rénové, avec un nouveau synthétique, avec des vestiaires. Donc pour moi, dans la troisième ville la plus pauvre de France, je sais pas, on n'est pas à l'époque des Romains, il faut distribuer des jeux pour pouvoir faire oublier la misère. Moi, j'aurais plus investi sincèrement dans, certes, une salle de sport parce qu'elle avait été démolie. J'aurais peut-être rénové un petit stade là-bas, etc. C'est vrai, mais pas 17-18 millions d'euros. Franchement, non, Bah, jamais. c'est vrai qu'il y a une question un peu symbolique. Enfin, c'est vrai que le stade a été détruit à cause de la tornade, évidemment, en 2008, hein, qui a marqué les esprits, Mhm. hein. Vous l'avez vécu à ce moment-là. Ouais. Ça a été, enfin, ça a été vraiment un choc. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu symbole de retrouver, voilà, quelque chose de nouveau, de futuriste aussi, parce que clairement, la piste d'athlée, elle est belle, etc. Voilà, il y avait ce côté un peu symbole, même si le maire ne veut pas parler de symbole, hein, pour avoir fait l'interview avec Monsieur Wilmot, c'est Mhm. pas son but, mais le but c'était de reconstruire quelque chose de solide. Mais vous avez vu ce qu'il y a autour? Autour, c'est catastrophique. Prenez la vie des quartiers de ceux qui sont dans les immeubles, etc., qui regardent par leurs fenêtres et qui voient un stade à 17-18 millions d'euros avec le frigo vide ou avec des soucis dans la vie journalière, ça fait mal. Je pense qu'on aurait dû agir avec plus d'humilité. Mhm. Et certes, venir rénover le stade, parce qu'il est des beaux stades là, c'est le stade de mon enfance aussi, donc je jouais là. Mais en fait, pour moi, ça vient voiler la réalité du terrain en montois. Et franchement, j'en parle autour, hein. C'est-à-dire que comme je suis dans le monde du football, on me dit, ouais, le maire, il a fait un stade à 17-18 millions d'euros. Je dis, OK, mais qui joue dessus? Il n'y a personne. Je sais même pas s'il est homologué pour pouvoir recevoir une équipe de nationale dessus. Donc, je pense pas que je pense pas que ce soit Ah, une, c'est vrai que c'est- pour l'instant, ils peuvent pas jouer au foot dessus parce que la pelouse n'est pas encore ouais, mais totalement prête. je parle en termes de sécurité Voilà. autour, etc. et tout, parce qu'il y a des normes à respecter à partir du moment où vous atteignez Ouais. un certain niveau. Et franchement, le niveau de l'équipe d'Aumont aujourd'hui, ils jouent en Régional 3. Il n'y a pas besoin de ce stade-là. La salle de sport, oui, tous les jours. Mm. Mais je pense que juste à côté, il y avait les immeubles, les aires de jeu, les associations, et qu'il fallait un petit peu justement, parce que je pense qu'ils bénéficient donc d'une dotation de l'État. Je crois qu'il sort du pacte, je crois que c'était Oui, tirage. Je sais pas quoi, c'est ça. c'est ça en fait, il faisait partie du pacte San-Bruno-Thiérache. Donc c'est vrai que la ville de Monde a dépensé, hein, mais à plus de 80%, le stade a été financé à travers des subventions. Donc c'est vrai que Ouais. voilà. Mais c'est vraiment ça. Je peux vous garantir à 200% que si vous venez avec moi sur le terrain, vous allez voir les zones de misère qu'il y a. Et moi, en fait, c'est plus ça qui me fait mal au cœur. C'est beau, ça brille, mais c'est un peu comme l'histoire du port fluvial. Quand il a été inauguré, tout ça, sa vie, mais il y a combien de personnes à un moment qui ont un bateau? Ah, Franchement, et ça a servi à quoi au final? Vous savez, pour repartir avec une petite ironie là-dedans, c'est que j'ai vu le maire sortant faire une publication il y a quelques mois où il était scandalisé, par exemple, de petits tags sur des murs dans des quartiers où ils avaient dessiné une police, etc. Et tout. Il a dit que ça allait coûter 30 000 euros et que si ça continuait, les parents allaient être expulsés de leur logement. Et je le répète souvent, je dis, si pour 30 000 euros, les parents doivent être expulsés de leur logement, qu'est-ce qu'il en est, en fait, de ces personnes qui ont mis un trou de plus d'une dizaine de millions d'euros dans les caisses de la ville? C'est plus une expulsion, là, c'est de l'emprisonnement si on va au bout des choses. Mais c'est ça, en fait, qui me désole. C'est qu'il n'y a pas d'équilibre en réalité au monde. C'est tout ou rien. C'est-à-dire, on va faire un truc à 18 millions d'euros, enfin, je veux dire, le Portugal ou le stade, mais derrière, on va venir, entre guillemets, allumer les petites assos en leur disant, ah, on n'a pas d'argent pour vous. Donc, il faut que vous vous démerdiez. Et c'est ça qui me tue. Moi, en fait, je veux rééquilibrer les choses. C'est trop, trop important. alors on va essayer d'avancer dans l'interview parce que c'est vrai qu'on parle Bien et sûr. c'est très intéressant avec vous, Mohamed Daman. Merci. Concrètement, bon, il y a deux gros dossiers qui ont beaucoup animé la ville de Mons ces dernières années. Le Ouais. port à sec, aujourd'hui.
ils trouvent un petit peu, voilà, quelque chose, une utilité avec l'arrivée d'entreprises qui peuvent ranger un petit peu, enfin, qui peuvent installer leurs marchandises notamment. C'est vrai que l'opposition s'était plaint justement du loyer qui était payé tous les ans. Ouais, ils estimaient que c'était pas assez important pour la ville de Mons, enfin en tout cas que le manque à gagner était important. Vous, Ouais. c'est quoi votre stratégie par rapport au port à sec? Est-ce que vous avez, j'imagine qu'avec vos contacts, vous avez peut-être des ambitions, voilà, c'est quoi votre objectif pour éviter justement que la facture soit salée pour les habitants? Alors aujourd'hui, en réalité, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est de faire un audit complet de la situation. On n'a pas accès à ces documents. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui promet ou quelqu'un qui va venir dire oui, mais moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, moi, je pense qu'il y a une chose à faire déjà, c'est un audit profond de la situation et voir un petit peu ce qu'on peut amener. Mais voilà, il y a peut-être des solutions, il y a peut-être des solutions à mettre en place. Mais sincèrement, aujourd'hui, je le répète, là, on me pose une question sur un échec, parce que concrètement, on peut appeler ça aujourd'hui un échec au sein de mon, quand on voit le financement et qu'on le vend 4 millions d'euros, c'est un échec. Mais les solutions pour moi qu'il faudrait mettre en place, comme j'ai dit, un, faire un audit, de deux, faire des appels d'offres, peut-être limiter la casse, justement, comme je l'ai dit, avec des locations en fait moins coûteuses, mettre une vie là-bas aussi, mais de tous les jours, et voilà, essayer de tirer bénéfice en fait. Mais sincèrement, c'est très compliqué parce qu'en fait là-bas, c'est Il moi aurait je pu veux y pas. avoir un projet hein, là-bas. Il y a eu l'industrie, une entreprise Ouais, du mais Valenciennois aurait pu s'installer, tout était prêt, mais c'est vrai qu'il y a eu un recours de non, il y a eu le recours l'opposition, de l'opposition. il y a eu le recours de l'opposition. J'ai suivi un petit peu. J'ai suivi aussi les conseils municipaux. J'ai l'impression que c'était une cour d'école. Mais franchement, je pense que là-bas, ça va être très très compliqué de remonter la pente. Et je pense que les Aumontois doivent prendre conscience qu'on va souffrir à cause de ça. Et il va falloir se retrousser les manches et aller chercher de l'argent justement pour voilà, combler cette dette. On n'a pas le choix, en fait. Parce qu'aujourd'hui, en plus de ça, moi, ça me fait rire, parce que je vois aussi dans l'opposition où on annonce une potentielle arrivée de grosses sociétés. Mais les gens sont conscients de la réalité. C'est que la France, aujourd'hui, pour prendre juste à l'échelle nationale, elle est dans une crise plus ou moins certaine. Elle vient de passer le seuil des 3 000 milliards de dettes. Les sociétés sont en train de se barrer. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'État fait en sorte que j'ai été, moi, patron d'entreprise en France. Ça donne pas envie de continuer. Après que j'ai envie d'investir, et qui plus est dans un secteur mort comme celui d'Aumont, je le dis dans mon projet. Ce qu'il faut recréer à Aumont, c'est un lien social pour retrouver du mouvement. Moi, je vois pas un investisseur venir aujourd'hui, alors que la ville, elle est dans 90% des cas morte. Vous venez après 18 heures, c'est un cimetière, Aumont. Parce que ça n'attire personne, franchement. Je sais pas où ils vont aller chercher ça. Alors, il faut, certes, à mon avis, faire appel à l'État, appel à l'Europe, pour voir ce qu'ils mettent en place, surtout comme projet, pour venir limiter la casse. Ça, oui. Mais comme je l'ai dit, ça ne passera que par un audit approfondi. Bon, c'est vrai qu'au niveau intercommunal, il faut aussi qu'Aumont ait sa place. Pour vous, clairement, voilà, il faut s'imposer. Comment Aumont doit s'imposer au niveau du Val-de-Sambre, justement, pour vous? Bah, hey, c'est hyper simple. Si on veut redevenir un leader du secteur, il faut faire ressortir nos qualités, il faut faire ressortir nos talents. Et il faut aussi faire ressortir notre capacité à pouvoir faire sortir de terre des choses simples, mais qui vont fédérer autour. Parce que c'est ça, en fait. Moi, aujourd'hui, je peux vous garantir à 200% que au niveau de l'agglo, si j'ai la chance de pouvoir, de pouvoir y être, c'est de faire prendre conscience, en fait, aux responsables des villes voisines qu'ensemble, sincèrement, on peut faire quelque chose de bien, mais qu'il faut arrêter, en fait, toutes ces guerres de vanité autour de la vanité, l'orgueil, etc. Moi, je le vois, par exemple, juste avec le projet piscine. C'est exceptionnel. On a une piscine. Alors, à Vennes-sur-Helpe, ils sont pas avec nous, mais ils ont une piscine où ils sont à 10 minutes d'Aumont. D'accord? Allez, un quart d'heure. On a l'Ouvroil, la grande piscine qu'ils ont fait, qui est en descente totale, et je pense qu'elle est dans le rouge financièrement parlant. Ensuite, on a celle de Maubeuge qui va être faite, et puis on a celle à Jaumont. Imaginez qu'aujourd'hui, on vient me dire, ouais, mais il faut une piscine à Aumont. J'ai pas de problème avec ça. Mais de quel budget on parle aujourd'hui et de par qui ça va être payé? Si c'est pour faire une piscine, alors qu'on en a déjà autour à 10-15 minutes à côté, mais un projet surtout municipal et pas d'agglo, pour moi, ça va me poser problème. Parce que, comme je l'ai dit, la priorité aujourd'hui pour moi, c'est de relever le lien social et surtout investir dans ce qui va être bénéfique tout de suite pour la ville et pas dans 4-5 ans.
Et ce projet piscine, aujourd'hui, on le voit avec le maire sortant, où il dit, oui, on va faire une piscine entre 4 et 6 millions d'euros, etc. Mais ça va sortir de la poche des Aumontois. Alors qu'on a déjà une piscine existante, certes, qui nécessite des travaux, mais qui appartient à qui? À l'agglo. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait, cette piscine au Montoise a été fermée en 2019, septembre 2019, C'est ça. pour cause de sécurité, parce que c'est une décision de l'agglo qui a la compétence piscine. Donc c'est Ouais, vrai il fallait prendre une décision à ce moment-là. exactement, mais il faut rediscuter avec eux. Il faut voir un petit peu ce qu'il en est, parce que moi, je sais que la ville d'Aumont a fait un audit. Bon, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas accès justement à ces documents-là, mais il faut voir combien ça coûte. Et si l'aglo peut nous accompagner sur ça, il faut nous soulager. Troisième ville la plus pauvre de France. Moi, je me vois pas remettre 6 millions d'euros directement dans une piscine, alors que juste à côté, on a ça. Je préfère investir, moi, un budget dans les associations avec des camionnettes 9 places qui vont prendre les gamins et les ramener à la piscine en dehors des créneaux scolaires pour les apprendre à nager. Parce que quand on écoute le maire sortant, il dit, je veux faire une piscine à moment pour que les enfants puissent apprendre à nager. Bah, si c'est juste pour ça et pas faire, entre guillemets, des compétitions olympiques, bah, juste à côté, on a des piscines qui sont capables de nous accueillir. Comme inversement, nous, on pourra accueillir les villes voisines. C'est pour ça que je dis c'est ça une force d'agglo, pour venir jouer, par exemple, au stade d'Ambermont. On a une infrastructure de 17 millions d'euros qui ne vit pas le week-end. Donc pourquoi pas un échange de procédés. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre de côté l'orgueil, etc. D'ailleurs, C'est fini. D'ailleurs, c'est pas exclu qu'il y ait des discussions. Alors, c'est des infos que j'ai, mais en off. C'est pas Ouais. exclu qu'il y ait des discussions pour que Fény-Aulnois, en football notamment, puisse pourquoi pas jouer des matchs aussi au stade. Voilà, c'est en tout cas bon. Est-ce qu'il Oui, sera homologué, etc. Parce que bon, ils sont en National 2, ils ont besoin d'un stade. Voilà, pas tout de est problème. envisageable. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est pas de savoir qui va venir jouer, c'est qui va payer le coût de fonctionnement. Voilà. C'est plus d'1 million d'euros annuel. Moi, je m'en fous, moi, que Fény vienne jouer là. C'est pas un problème. Je préfère 1000 fois, alors, dans ces cas-là, faire une équipe du Val-de-Sang, moi qui suis dans le secteur, et puis à un moment donné, que la Globe me dise, bah, écoute, t'inquiète pas, on va te donner un budget, etc., pour pouvoir justement souffler à ce niveau-là. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Moi, si Fény vient jouer, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça m'apporte dans les caisses de la ville? L'éternelle discussion des fusions entre, entre clubs Exactement. Fény-Aulnois, Voilà. Maubeuge, qui est bon, ça fait 10 ans qu'on en parle de ça, même Ouais. plus, même plus. Je pense que même quand Exactement. vous étiez joueur, je pense que même on en parlait Ouais, déjà, non? ouais, ouais. Non, mais c'était ça. Après, ça a été la guerre des clochers, hein, entre les présidents qui voulaient conserver leur rôle, Voilà. leur rôle dominateur. Et puis voilà, c'est tout. Ça a été ça. Mais je parle de ça parce que c'est vraiment ça. L'orgueil et la vanité, aujourd'hui, c'est une maladie de notre secteur. Faut pas se mentir. Mhm. Bon, c'était très intéressant. Alors, il y a pas mal de. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans votre présentation de campagne, d'ailleurs, mes confrères de La Voix du Nord en ont fait un article, c'est que vous utilisez l'intelligence artificielle Ouais. pour vos communications. Pour quelles raisons d'ailleurs, c'est assez parlant, donc c'est plutôt bien présenté à chaque fois. Voilà, Ouais. pourquoi l'IA? Bah, en fait, l'IA, je l'ai pas utilisé surtout parce que j'ai fait énormément de vidéos, surtout physiques, hein. Je l'ai fait en fait parce que je suis en collaboration avec des professionnels, donc qui sont colistiers, et donc certains travaillent sur Lille, sur Valenciennes, difficile un petit peu de se voir, et que dans certaines présentations de projets, c'était beaucoup plus facile de présenter une image illustrative de ce que je voulais discuter justement avec les Aumontois, parce que en fait, ça touche des secteurs, surtout de l'humain, des secteurs sociaux où les gens n'ont pas envie de figurer. Donc c'est aussi pour protéger leur dignité. J'aurais pu faire, moi, par exemple, sur le projet Gian, où j'ai envie d'installer une cantine solidaire, etc., ou l'archipel nourricier, mettre en photo les missions qu'on a fait sur le terrain. Mais franchement, j'aurais pas pu le faire. Hmm. Ça aurait été compliqué. Donc pour moi, c'était beaucoup plus simple. Après, l'IA, il faut comprendre que les gens disent, ouais, mais c'est... Non, l'IA, sans, entre guillemets, de bonnes idées ou une orientation claire, ça fait rien du tout, hein. Ouais, ouais. C'est ça aussi, il faut savoir l'utiliser. Après, ça fait partie aujourd'hui de l'actualité. Moi, je vois les concurrents aussi s'en servent. Donc, et puis c'est plus facile, ça va beaucoup plus vite, c'est plus fluide. Ce qui est important surtout, c'est le contenu et pas l'image. Ouais, c'est ça. Mais les gens aiment bien ça. Vous l'avez présenté, bah, notamment là, je vois l'affiche Jian notamment. Donc c'est un espèce de restaurant solidaire, c'est ça que vous voulez C'est ça, exactement. Pour moi, en proposer? fait, l'objectif, bon, on connaît les restos du cœur, hein. On connaît l'épicerie éco-solidaire aussi à Beaumont. Je veux dire, il y en a d'autres, hein, les Saint-Vincent-de-Paul, etc., qui viennent aussi structurer et de bonne manière, on va dire, et surtout accompagner les habitants. Mais le projet Giane, c'est vraiment ça. C'est en fait profiter de l'archipel nourricier pour pouvoir ressortir justement les subsistances nécessaires aux foyers les plus modestes et leur préparer des repas pour que chaque soir, en fait, il n'y ait aucun habitant qui meure de faim. C'est ça, en fait. Alors, deux dernières questions, Mohamed Daman.
l'avant-dernière, elle est très importante et je pose la question à tous les candidats, évidemment. Bien sûr. Le dossier de la Salmagne, forcément, c'est à quoi? 10-15 km, non, allez, 10 km peut-être de Hautmont, mais ça C'est pourrait ça. concerner tout le Val-de-Sambre, tout le bassin. Est-ce Ouais. que pour vous, le fait de changer l'usage d'un tel endroit très connu dans le Val-de-Sambre, est-ce que c'est important pour vous ou pas? Franchement, je vais pas vous mentir, je vais pas m'inventer de vie. Ce dossier-là, je l'ai suivi de très loin. J'ai été en contact justement avec la représentante ici les dernières semaines qui m'a envoyé justement un mail. J'ai pas eu le temps de me poser là-dessus. Mais moi, je reste persuadé encore une fois à 200% que pour prendre la bonne décision, déjà, il faut maîtriser le dossier, comprendre, rencontrer les gens. Ce que j'ai pas eu la chance de faire. Mais si c'est un bienfait pour le secteur, bien sûr qu'il faut le conserver à 200%. Mhm. Si, admettons qu'un projet s'installe, enfin une grande entreprise s'installe dans le Val-de-Sambre, a une possibilité au, au sein de la Salmagne de s'installer avec la création de plus de 1000 emplois, vous êtes plutôt d'accord pour que la Salmagne soit le site adéquat pour cette installation? Encore une fois, c'est une analyse qu'il faut faire, à savoir est-ce qu'on a d'autres possibilités justement pour pouvoir peut-être à un moment donné conserver les deux. Hmm. C'est ça, parce que Faut un mix, j'ai pas ouais. envie. Surtout qu'en plus, je l'ai dit, le dossier Salmagne, le dossier La Salmagne, de par le mail que j'ai reçu, je sais qu'il y a énormément de gens en fait qui tiennent. Et moi, j'ai pas envie de les rendre malheureux par une décision en réalité égoïste aujourd'hui et dire de ma part, oui, moi, je suis pour ou je suis contre. Ouais, vous le Moi, connaissez je ce pense qu'il faut site? Vous le connaissez discuter avec les gens. Un peu comme, un peu. Ouais, ouais, je le connais, bien sûr. Je le connais. À l'époque même, il y avait les sauts en parachute, etc. Et tout là, du côté de, c'est ça, le dossier La Salmagne, Ouais, c'est ça. et C'est en Skydive fait, notamment qui oui, s'entraînait oui, c'est là, l'axe l'équipe. pour aller vers. Moi, j'ai jamais été physiquement parlant, mais je sais que ça a fait vivre énormément de familles. Il y a eu voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut conserver dans un premier temps. Si je voulais que je vous réponde concrètement, il faut le conserver parce que c'est un patrimoine du secteur. Mais à quel prix? Je sais pas vous le dire aujourd'hui. Il faut analyser la situation. Mais moi, je suis pour qu'il y ait des discussions, en fait, pour que tout le monde soit, voilà, s'y retrouve. C'est simplement ça. C'est plus important. Ça serait euh, trop risqué pour moi de venir me positionner sur ce sujet alors que je le maîtrise pas totalement en tout cas. Bon, ma dernière question, elle est très simple. Mohamed Damon, est-ce que vous pouvez vous présenter votre liste, la personne qui vous accompagne dans cette élection? C'est toute la liste, vous voulez? Non, pas tout. Ah, Mais en quelques mots, en résumé, un petit peu, c'est bon, bien sûr, il y a la parité, c'est des personnes que vous bien sûr. connaissez, voilà, En fait, en quelques mots. La liste au Mont ensemble, il faut savoir que je suis le seul candidat, peut-être même sur le territoire, qui a fait un appel au public, en fait, hein, pour pouvoir figurer sur cette liste-là. Parce que je voulais pas prendre simplement des gens que je connaissais. Alors, apporter un peu d'ironie là-dedans, c'est que reste persuadé à 200% qu'il y a des gens, quand j'ai dit que j'allais faire une liste, pensaient que j'allais faire une liste communautaire avec des gens de la religion musulmane. J'ai entendu plein de trucs, etc. et tout. Mais en fait, c'est pas ma richesse. Ma famille, elle est multiculturelle. C'est-à-dire que j'ai de la famille du côté russe, du côté belge, du côté algérien, du côté français. Donc c'est magnifique et c'est ça cette richesse. C'est pour ça que j'ai fait un appel au public. Et quand je parle de cette liste, pour moi, c'était une liste humaine avec des hommes et des femmes déjà avec du courage, parce que quand même il faut sortir pour se dire bah, je vais aller dans une liste pour pouvoir affronter voilà l'ère Wilmot et puis en même temps le fils on va dire politique spirituel de Joël Wilmot. Et, euh, et donc en fait c'est des gens qui pour certains ont été actifs avec moi dans les associations au niveau associatif, d'autres que j'ai rencontrés avec des valeurs surtout humaines et qui avaient envie de se battre et surtout beaucoup de professionnels, c'est-à-dire au niveau de la réinsertion professionnelle, au niveau comme je l'ai dit du secteur associatif, au niveau de l'handicap. Donc en fait, tous ces profils, ils m'ont parlé. On est vraiment une famille politique représentative de celle d'Aumont. J'ai pas peur moi de dire que sur ma liste, par exemple, j'ai des gens qui politiquement à l'époque étaient avec Monsieur Westerlin, côté communiste. Il y en a d'autres qui étaient anciennement LFI, etc. Mais moi, je suis sans étiquette. Moi, je leur ai dit, si vous avez bon cœur, vous êtes les bienvenus. Je ne veux pas d'extrême chez moi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils sont tous rentrés sans étiquette et ils sont là, ils apportent un plus. Ils sont aussi répertoriés au niveau de la ville, les gens les connaissent pour certains. Donc, pour moi, c'était une sélection naturelle de personnes que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. Et c'est mon plus grand bonheur. Et d'ailleurs, je leur dis un grand merci. Un grand merci à eux parce que sans eux, aujourd'hui, le combat politique, il aurait jamais pu démarrer. Et ma dernière question, est-ce que c'est votre plus gros challenge sportif? Parce que c'est une vraie compétition, hein, les municipales, hein, quand Euh, même.
Ouais, on va dire ouais que c'est le plus gros challenge euh, sportif et humain. Parce que voilà, chaque jour, vous savez, depuis le début de la campagne, je fais beaucoup de présentiel. Je fais plus beaucoup de présentiel au taf. Donc je reste ici dans le secteur parce que je vais tracter, etc. et tout. Donc ouais, c'est sportif, mais c'est surtout humain. Et j'ai vraiment ce rêve que enfin on puisse faire tomber les barrières et pouvoir vivre ensemble et avoir une connexion en fait sans crainte, sans peur, où chacun va pouvoir amener du sien. Voilà. Mais ouais. Et c'est le plus gros, certainement le plus gros challenge de ma vie dans le secteur. Bon, bah, en tout cas, voilà, c'était l'occasion de vous découvrir. Mohamed Daman, merci beaucoup. Je rappelle, hein, vous avez présenté une liste qui s'appelle Aumont Ensemble. Donc, vous êtes une liste diverse hein, et variée. Vous l'avez présentée il y a quelques instants. Voilà, Mohamed Daman, bah, bon courage pour ces élections du coup. Merci beaucoup Thibaut. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci à vous.